J'ai toujours eu le sommeil léger, mais depuis que j'habite cet appartement du 23e arrondissement de Paris, c'est devenu un calvaire. Les murs de cet immeuble haussmannien semblent vibrer d'une étrange énergie nocturne qui me maintient éveillé jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Tout a commencé le jour où j'ai signé le bail avec Monsieur Dubois. Il m'avait reçu dans son bureau sombre de la rue de Charonne, ses doigts osseux pianotant nerveusement sur le contrat de location. Son sourire crispé ne quittait pas son visage blême quand il m'expliquait les règles de l'immeuble. Pas de bruit après 22 heures, pas d'invité le dimanche et surtout, ne jamais percer les murs pour accrocher quoi que ce soit. Cette dernière règle m'avait paru étrange, mais l'appartement était parfait. Situé au 3e étage, il offrait une vue dégagée sur la cour intérieure, pavée, où quelques arbres chétifs tentaient de survivre entre les poubelles. L'espace était correctement agencé, avec sa chambre aux moulures d'époque, son salon traversant et sa cuisine minuscule, typiquement parisienne. Le loyer était raisonnable pour le secteur, presque suspicieusement bas. Les premiers mois se sont écoulés sans incident notable. Je travaillais comme graphiste, en freelance depuis chez moi, profitant du calme relatif de ce quartier encore préservé de l'agitation touristique. Mes voisins étaient discrets, presque invisibles. Madame Leclerc du 2e étage saluait poliment quand nous nous croisions dans l'escalier de service, mais ses yeux fuyaient toujours les miens, avec une inquiétude diffuse. C'est vers la fin du mois d'octobre que les choses ont commencé à déraper. Les nuits raccourcissaient, et avec elles est venue une oppression grandissante dans l'appartement. L'air semblait plus lourd, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur mes bras. Je remarquai également une odeur persistante, un mélange de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable qui me rappelait vaguement l'encens refroidi. Un soir, alors que je finalisais la maquette d'une brochure commerciale, j'ai entendu distinctement des grattements dans le mur de ma chambre. Au début, j'ai pensé à des souris ou à quelques problèmes de plomberie dans l'appartement voisin. Mais le son était différent, plus méthodique, presque mélodique. Il semblait suivre un rythme précis, comme si quelqu'un tambourinait délicatement contre la cloison selon une partition invisible. Je me suis approché du mur et j'ai collé mon oreille contre le papier peint, fleuri. Les grattements ont immédiatement cessé, remplacés par un silence si profond qu'il en devenait assourdissant. Mon cœur battait maintenant, si fort que j'entendais son écho résonner dans mes tempes. Puis, juste au moment où je m'éloignais, une vibration sourde a parcouru la cloison, comme si quelque chose de volumineux venait de se déplacer à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai décidé d'en parler à Madame Leclerc. Elle préparait son café dans la cuisine commune du 2e étage quand je l'ai abordée. Son visage s'est instantanément fermé quand j'ai mentionné les bruits nocturnes. Ses mains tremblaient légèrement en reposant sa tasse, et elle a murmuré quelque chose à propos de l'ancienneté du bâtiment, avant de disparaître précipitamment dans son appartement. Cette réaction m'a intrigué plus qu'elle ne m'a rassuré. Je me suis rendu à la bibliothèque municipale du quartier pour consulter les archives historiques de l'immeuble. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. L'immeuble avait été construit en 1868 sur l'emplacement d'un ancien hospice
pour enfants abandonnés qui avait brûlé dans des circonstances suspectes en 1854. Les archives mentionnaient également plusieurs disparitions inexpliquées dans les décennies qui avaient suivi la construction. Des locataires qui s'évaporaient du jour au lendemain, laissant derrière eux leurs affaires et leurs loyers payés d'avance. La police de l'époque avait classé ces affaires, invoquant des déménagements clandestins pour éviter des créanciers. Mais les témoignages des voisins évoquaient autre chose, des cris étouffés la nuit, des odeurs nauséabondes dans les couloirs, et surtout cette impression persistante que les murs eux-mêmes observaient les résidents. De retour chez moi, j'ai examiné plus attentivement les murs de mon appartement. Le papier peint, bien que récent, présentait par endroits des irrégularités suspectes, comme si la surface en dessous n'était pas parfaitement plane. Dans la chambre, près de la fenêtre, j'ai découvert une zone où le motif floral semblait légèrement déformé. En passant ma main dessus, j'ai senti une légère dépression, comme si le mur avait été rebouché à cet endroit. Cette nuit-là, les grattements ont repris avec une intensité redoublée. Ils semblaient me provenir de plusieurs endroits à la fois, créant une cacophonie sourde qui résonnait dans toute la structure de l'appartement. J'ai essayé de localiser leur origine avec précision, mais chaque fois que je m'approchais d'un mur, les sons semblaient migrer vers un autre endroit. C'était comme si quelque chose jouait à cache-cache avec moi, se déplaçant silencieusement dans les entrailles de l'immeuble. Vers 3 heures du matin, épuisé et à bout de nerfs, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Armé d'un marteau et d'un burin que j'avais trouvé dans le placard de la cuisine, j'ai commencé à gratter délicatement le papier peint à l'endroit de la déformation. Le papier s'est détaché facilement, révélant en dessous un plâtre de couleurs différentes, visiblement plus récent que le reste du mur. Mon cœur battait maintenant à tout rompre, mais une curiosité morbide me poussait à continuer. En quelques coups de burin précautionneux, j'ai fait sauter le plâtre de rebouchage. Derrière se trouvait une cavité d'environ 20 cm de diamètre, plongée dans une obscurité totale. Une odeur nauséabonde s'en échappait, un mélange de pourriture et de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. J'ai éclairé l'intérieur avec la lampe de mon téléphone portable, et ce que j'ai vu m'a fait reculer d'horreur. Au fond de la cavité, quelque chose bougeait. Ce n'était ni un animal, ni un insecte, mais une masse noirâtre qui semblait pulser au rythme d'un cœur invisible. Sa surface luisante réfléchissait la lumière de mon téléphone, en créant des reflets irisés qui me donnaient mal au cœur. Quand la lumière l'a touchée, la chose a émis un sifflement presque inaudible et s'est contractée sur elle-même avant de disparaître plus profondément dans les murs. J'ai rebouché précipitamment le trou et tenté de remettre le papier peint en place. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à tenir le pinceau à colle. Le reste de la nuit s'est écoulé dans une vigilance terrifiée, chaque craquement du parquet me faisant sursauter. Mais les grattements avaient cessé, remplacés par un silence plus inquiétant encore. Le lendemain, j'ai tenté de joindre M. Dubois pour lui faire part de ma découverte. Son téléphone sonnait dans le vide, et quand je me suis rendu à son bureau de la rue de Charonne, j'ai trouvé porte close avec un écriteau indiquant que l'agence était fermée pour rénovation jusqu'à nouvel ordre.
Le gardien de l'immeuble voisin m'a appris que personne n'avait vu Dubois depuis plus d'une semaine. Cette information m'a plongé dans un état d'angoisse permanent. Si Dubois avait disparu, qu'est-ce que cela signifiait pour moi et les autres locataires? J'ai commencé à observer mes voisins avec plus d'attention, cherchant des indices de leur comportement. Madame Leclerc évitait désormais tout contact visuel et se déplaçait dans les couloirs avec la discrétion d'un fantôme. Le couple du 4e étage, que je n'avais entrevu qu'une fois, semblait avoir totalement disparu. Une semaine plus tard, les grattements ont repris, mais cette fois, ils provenaient de plusieurs murs simultanément. Ma chambre, mon salon, même la cuisine, résonnaient de ces sons méthodiques qui semblaient former un langage codé. J'ai remarqué que l'intensité des grattements augmentait quand j'éteignais les lumières, comme si l'obscurité encourageait cette activité mystérieuse. Par ailleurs, l'odeur de terre humide s'était intensifiée au point de devenir écœurante, me donnant des nausées persistantes qui m'empêchaient de me concentrer sur mon travail. Incapable de supporter cette situation plus longtemps, j'ai décidé d'explorer plus méthodiquement les murs de l'appartement. Armé d'un détecteur de métaux emprunté à un ami, j'ai scanné chaque cloison à la recherche d'anomalies. L'appareil s'affolait régulièrement, indiquant la présence de structures métalliques derrière le plâtre. Ces découvertes ne correspondaient à aucune installation électrique ou de plomberie logique, formant plutôt un réseau complexe qui serpentait dans tous les murs de l'appartement. En examinant plus attentivement le plan de l'appartement, j'ai réalisé quelque chose de troublant. L'espace intérieur semblait plus petit que ne le laissaient supposer les dimensions extérieures de l'immeuble. Il manquait environ 2 mètres carrés, comme si une partie de l'appartement avait été condamnée. Cette découverte m'a poussé à mesurer précisément chaque pièce, et mes soupçons se sont confirmés. Il existait bel et bien un espace caché entre ma chambre et le couloir principal. Cette nuit-là, les grattements ont pris une tournure différente. Au lieu du rythme habituel, j'entendais maintenant ce qui ressemblait à des coups frappés selon un code morse primitif. 3 coups courts, 2 longs, une pause, puis la séquence recommençait. J'ai tenté de décoder ce message, mais mes connaissances en morse étaient trop limitées. Cependant, quelque chose dans cette répétition obsédante suggérait une demande, un appel à l'aide peut-être. Le lendemain, j'ai contacté un ami serrurier pour qu'il m'aide à explorer l'espace caché. Pierre est arrivé dans l'après-midi avec ses outils professionnels et son détecteur de cloisons. Après avoir localisé précisément la zone suspecte, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un mur factice, probablement ajouté lors de rénovations récentes. Le plâtre était beaucoup plus récent que le reste de la construction, et derrière nous entendions distinctement un espace vide. Pierre a pratiqué une ouverture soigneuse dans le mur factice. Dès les premiers coups de perceuse, une odeur épouvantable s'est échappée de l'ouverture, nous obligeant à ouvrir toutes les fenêtres et à nous munir de masques improvisés. L'odeur était si infecte que Pierre a failli vomir, et nous avons dû faire une pause avant de continuer. Quand l'ouverture a été suffisamment large pour laisser passer une lampe torche, nous avons éclairé l'intérieur de l'espace secret. Ce que nous avons découvert dépasse l'entendement. L'espace caché
était une pièce d'environ 3 mètres sur 2, au mur couvert de ce qui ressemblait à des symboles gravés à même la pierre. Ces symboles ne correspondaient à aucun alphabet que je connaissais, formant des motifs complexes qui semblaient bouger dans la lumière vacillante de nos lampes. Le sol était jonché d'objets personnels, vêtements, chaussures, lunettes, qui paraissaient appartenir à différentes époques, certains visiblement très anciens. Au centre de la pièce se trouvait une structure métallique rouillée qui ressemblait vaguement à une cage. Elle était suffisamment grande pour contenir un être humain, et des chaînes pendaient encore de ses barreaux. Pierre s'est approché pour l'examiner de plus près, mais il s'est arrêté net en découvrant ce qui gisait à l'intérieur. Des ossements humains, disposés de manière rituelle, formaient un cercle au centre duquel trônait un crâne, aux orbites béantes, qui semblait nous fixer avec une malveillance éternelle. Pierre a immédiatement voulu appeler la police, mais quelque chose m'a retenu. Ces ossements étaient anciens, probablement centenaires, et l'enquête qui s'ensuivrait révélerait notre effraction dans les murs. De plus, j'avais l'intuition que cette découverte n'était que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus terrifiant. Les symboles sur les murs pulsaient maintenant, d'une lueur faible mais perceptible, comme s'ils réagissaient à notre présence. Nous avons pris des photos de tout ce que nous avons trouvé avant de refermer soigneusement l'ouverture. Pierre est parti précipitamment, après m'avoir fait promettre de ne jamais mentionner sa participation à cette découverte. Il était livide et tremblait encore quand il a quitté l'appartement, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Je me suis retrouvé seul avec ce secret terrible, ne sachant plus comment interpréter ce que nous avions découvert. Cette nuit-là, les grattements ont complètement cessé, remplacés par quelque chose de bien plus troublant. Des chuchotements indistincts s'échappaient maintenant des murs, comme si plusieurs voix conversaient dans une langue incompréhensible. Ces murmures s'intensifiaient quand j'éteignais les lumières, créant une cacophonie sourde qui m'empêchait totalement de dormir. Par moments, j'avais l'impression de distinguer des mots français au milieu de ce charabia, des fragments de phrases qui semblaient s'adresser directement à moi. Le lendemain, j'ai commencé mes recherches sur les symboles que nous avions découverts. Internet regorgeait d'informations sur l'occultisme et les rituels anciens, mais rien ne correspondait exactement à ce que j'avais photographié. Les motifs semblaient mélanger plusieurs traditions ésotériques, créant un assemblage unique qui me donnait le frisson chaque fois que je les regardais. Certains sites évoquaient des rituels de liaison avec des entités dimensionnelles, des pratiques interdites qui permettaient de créer des ponts entre notre monde et des réalités parallèles. Plus j'approfondissais mes recherches, plus l'horreur de la situation m'apparaissait clairement. L'immeuble n'était pas simplement hanté par des fantômes ordinaires. Il servait de point d'ancrage à quelque chose de beaucoup plus sinistre, quelque chose qui se nourrissait de la vie humaine pour maintenir son emprise sur notre réalité. Les disparitions de locataires n'étaient pas des coïncidences, mais des offrandes nécessaires au maintien de ce lien horrifique. J'ai tenté de quitter l'appartement, mais mes efforts se sont heurtés à des obstacles inexplicables. Mon bail avait mystérieusement été modifié, m'engageant pour une durée indéterminée
avec des pénalités de départ astronomiques. Mes comptes bancaires présentèrent des mouvements suspects qui vidaient systématiquement mes économies. Pire encore, chaque fois que je m'éloignais de l'immeuble pour plus de quelques heures, je ressentais une attraction irrésistible qui me poussait à rentrer, comme si quelque chose m'appelait depuis les murs. Les chuchotements nocturnes sont devenus plus précis, formant parfois des phrases entières dans un français archaïque. « Reste avec nous, tu es des nôtres maintenant. La chair nourrit l'esprit » revenaient comme des leitmotivs obsédants qui résonnaient dans ma tête, même en plein jour. Mon reflet dans les miroirs commençait à me paraître étrange, comme si quelque chose d'autre regardait à travers mes yeux. Ma peau prenait une pâleur maladive et mes traits se creusaient de jour en jour malgré un appétit normal. Une nuit, j'ai découvert que je n'étais plus seul dans l'appartement. En me réveillant vers 4 heures du matin, j'ai aperçu une silhouette sombre dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Elle était immobile, mais je sentais qu'elle m'observait avec une intensité dérangeante. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne, mais une odeur de terre fraîchement remuée flottait dans l'air. La silhouette est revenue les nuits suivantes, se rapprochant progressivement de mon lit. Elle semblait constituée d'ombres pures, mais avec une densité qui la rendait presque tangible. Je distinguais maintenant ses traits vaguement humains, déformés par quelques transformations horribles. Ses yeux brillaient d'une lueur phosphorescente qui me glaçait d'épouvante, et sa bouche s'ouvrait sur un abîme de ténèbres, d'où s'échappaient les chuchotements que j'entendais depuis des semaines. Une nuit, la silhouette a tendu une main squelettique vers moi. Paralysé par la terreur, je n'ai pu que regarder ses doigts décharnés s'approcher de mon visage avec une lenteur hypnotique. Au moment où ils allaient me toucher, j'ai senti un froid glacial envahir tout mon être, comme si la vie s'échappait de chaque cellule de mon corps. C'est à ce moment que j'ai compris ce qui m'attendait. Je devenais progressivement comme eux, comme tous ceux qui avaient disparu avant moi. Mon corps commence maintenant à se transformer de manière visible. Ma peau devient translucide, laissant apparaître par transparence un réseau de veines noires qui pulsent au rythme de quelque chose qui n'est plus tout à fait mon cœur. Mes ongles poussent avec une rapidité anormale, devenant durs et tranchants comme des griffes. Mon reflet dans les miroirs vacille parfois, révélant brièvement quelque chose d'autre qui m'habite désormais. Je comprends maintenant pourquoi M. Dubois avait disparu. Il n'était pas le propriétaire de l'immeuble, mais son gardien, chargé de renouveler régulièrement le stock de victimes nécessaires au maintien de l'entité qui règne dans ces murs. Quand il a échoué dans sa tâche, les forces occultes l'ont réclamé comme elles me réclament maintenant. Je suis devenu, malgré moi, le nouveau pourvoyeur, attirant d'autres innocents dans ce piège dimensionnel. Les nouveaux locataires arrivent déjà. Je les entends discuter avec enthousiasme dans l'escalier, séduits par les loyers attractifs et le charme désuet de l'immeuble. Une jeune femme s'installe au 2e étage, remplaçant Madame Leclerc, qui a mystérieusement disparu la semaine dernière. Je ressens une joie malsaine à l'idée de ne plus être seul dans cette transformation, même si une partie de ma conscience, humaine, hurle d'horreur devant ce que je deviens. Les murs vibrent maintenant d'une énergie nouvelle
nourri par la présence de sang frais dans l'immeuble. Les symboles de la chambre secrète luisent d'un éclat plus vif, et je sens que l'entité qui nous contrôle gagne en puissance. Bientôt, je ne serai plus qu'un serviteur de ces desseins obscurs, chargé de maintenir l'illusion de normalité qui attire les victimes. Mon humanité s'efface progressivement, remplacée par une conscience collective qui englobe tous ceux qui ont été assimilés avant moi. Cette nuit, j'entends la jeune locataire pleurer dans son appartement. Elle commence sans doute à percevoir les premiers signes de ce qui l'attend. Demain, je frapperai à sa porte pour lui proposer mon aide, arborant le même sourire crispé que M. Dubois avait eu avec moi. Je lui expliquerai les règles de l'immeuble avec la même sollicitude feinte, en insistant particulièrement sur l'interdiction de percer les murs. Car maintenant je sais ce que mon propriétaire cache dans les murs ne devrait pas exister, mais cela existe bel et bien, et cela grandit chaque jour un peu plus.